Alors, bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir pour le numéro 99, on est tout près de la centième de MPCM, monsieur Frédéric Rocrosio, qui a abandonné lâchement la revue de Sion. Alors, pourquoi avoir déjà abandonné ce qui semblait correspondre à ta personnalité, qui plaisait tant aux Valaisans et qui semblait rentable financièrement? Oui, c'est vrai que c'était un projet que j'adorais parce que ça me permettait de revenir, de côtoyer ma famille, les miens, puis aussi de faire quelque chose de cet intérêt que j'ai pour le Valais parce que j'ai beau essayer de m'intéresser aux autres cantons Nous restons Valaisans. ailleurs dans le monde, mais ce coin de pays a ça de particulier qui me consterne tout autant, qui me fascine. Donc c'était un bon sujet pour moi, le Valais. Mais surtout le Valais politique, il y a vraiment il y a du matériau à plus savoir qu'en faire. Mais pourquoi alors, Ouais. franchement, avoir... Alors, il y a pas mal de raisons. Disons que la première, elle est quasi artistique parce que il n'y a pas beaucoup de changements dans le corps politique. Donc ça faisait que j'arrivais à tourner avec mes sujets, avec les donc parce que c'est indominable la revue, c'est qui, quoi, ça faisait pas, c'est pas abstrait, c'est toujours des personnes. Et puis bah avec les années, j'ai vraiment fait le tour parce que c'était une revue qui était pas idéologique, elle tapait un peu partout. Et puis bah à force de je retombais toujours un peu sur les mêmes. Ça serait le manque de matière, le premier C'est pas critère. vraiment le manque de matière, c'est juste que si on fait un bon portrait d'une figure politique, bah, il y a fort à parier qu'elle va pas changer dans les 2 années qui viennent, puis que si on doit en reparler, ce sera peut-être un petit peu avec les mêmes façons de l'aborder. Donc ça me troublait un petit peu, parce qu'il y a des politiciens qui durent longtemps ici. Et puis après, il y a aussi quelque chose d'autre que j'avais pas remarqué, c'est que première édition, bah, on tape sur quelques personnes. On tape, enfin, vous voyez ce que c'est. On rigole de certaines personnes, puis toutes les autres adorent. Deuxième édition, bah, on continue le petit bonhomme de chemin. On a d'autres cibles. Bah, tout le monde adore, surtout ceux sur qui on tape plus, sur qui on a tapé la première édition, mais quand même, en gros, le champ Des insatisfaits. des ciblés augmente. Donc c'est pas un projet qui a été, comment dire, qui avait, je trouve, forcément un bon accueil du corps politique, ça je le sais. Et puis un projet comme ça, j'ai toujours cru que ça devait, en avançant, en se développant, être de plus en plus facile à monter, parce que c'est un gros projet de production qui est très sophistiqué. Et c'est le contraire alors? C'est le contraire. Ouais. Tout a commencé à être beaucoup plus dur. On sait que de manière générale, le sponsoring est compliqué aujourd'hui, mais là, ça devenait vraiment plus possible. Et puis bon, on voyait aussi que bah ouais, le chemin devenait de plus en plus difficile. Et ça, c'est pas quelque chose que j'avais envie de vivre à mon âge. Je me disais, mais non, j'ai envie que ça se facilite un peu, que le projet se développe, et puis qu'on soit heureux, parce que le public avant tout, quoi. Et puis, en gros, on avait un peu des cheveux gris, si je peux dire ça. Puis je me suis dit, bah, moi j'ai d'autres choses à vivre que ça. Et après tout, je me suis bien intéressé, j'ai fait le tour. J'ai fait le voyou comme j'aimais le faire. Et puis je me suis dit, on verra. Je prends du recul. Et puis j'ai d'autres projets qui tapaient au portillon aussi. Je fais d'autres choses. Alors là justement, durant ces années, là 6 ou 7 ans, je ne sais pas exactement depuis quand, tu as pris la direction du théâtre de la Boulimie. C'est quand même, Boulimie, ouais. Boulimie, c'est quand même un nom à Lausanne là. Qu'est- comment tu as abordé ce truc et puis comment tu retires les enseignements que tu retires après ces années Les années de... autant de direction. Ce que j'aurais jamais imaginé, c'est que j'aurais autant de plaisir. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'avec Marion Ourier, avec qui je produisais la revue, avec qui on a vraiment soulevé des montagnes, on était ici en train de faire la revue quand le poste a été mis au concours. Puis nous, on passait du temps ensemble et on s'est gentiment... On a discuté de ce qu'on pourrait y faire. Puis après, c'est toujours pareil. Moi, je ne me voyais pas vraiment faire ça, diriger un lieu. Et puis après, dès qu'on commence à brainstormer, on a eu des idées. Puis après, fatalement, ça s'est transformé en une envie. Et puis on s'est présenté, puis on l'a eu. Nous, ce qu'on voulait, c'était le défendre en tant que théâtre d'humour. On sentait que le danger, comme l'humour, est pas du tout soutenu traditionnellement. Ça change un petit peu maintenant.
mais comme l'humour n'est pas soutenu, on se disait il ne faut pas perdre le lieu parce qu'il pourrait être, adressé à un autre cap artistique. Donc on s'est présenté pour ça. Il s'est avéré que la ville de Lausanne voulait conserver le cap humoristique, donc tant mieux. Et puis après, on a eu un plaisir fou parce que ce que je ne savais pas, c'est que j'aurais autant de plaisir à fabriquer les modèles économiques, à construire stratégiquement une programmation, et puis une place dans la cité, des partenariats avec... En gros, je me suis un peu découvert... Entrepreneur. Un plaisir... Ah non, surtout pas entrepreneur. Entrepreneur culturel. Entrepreneur, on était avant. Entrepreneur, c'est quand tu fais une revue. C'est quand tu as un privé dans le monde de la culture, comme les humoristes le sont, puisque les soutiens sont très faibles. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Là, c'est des risques qui sont pris. Dans la culture, c'est autre chose. Là, le théâtre Boulimie est un théâtre subventionné. Donc, on est dans des enjeux qui sont complètement différents. Subventionné canton, commune ou que... Canton, commune. Et nous, on a développé beaucoup de financement avec notamment des fondations et aussi des mécènes. Donc, on a beaucoup augmenté le financement de Boulimie. Mais ce que je veux dire, c'est que même si... c'est là que je crois qu'on est resté entrepreneur. C'est que nous, on a injecté des enjeux d'entrepreneur dans ce modèle public. Le modèle public, comment dire, il peut être serein. Parce que c'est vrai que pour pas mal de lieux qui n'ont pas pour but la rentabilité, mais la défense d'un art, la présentation de cet art à un public, la rencontre entre l'œuvre et le public, la rentabilité, c'est pas forcément un enjeu. Ce qui peut avoir, et je le dis sans attaquer, mais ce qui peut avoir une conséquence assez trouble sur la volonté d'attirer du monde. Puisque c'est vrai que quand les billetteries ne comptent plus dans les budgets, après tout, on pourrait presque se permettre d'avoir peu de public. Et nous, on n'a jamais pu pouvoir avoir peu de public. La revue, on devait atteindre des 90% de taux d'occupation pour être à l'équilibre. Donc on s'est dit, mais ça c'est une force. Donc pour garder ça, on s'est mis des équilibres au théâtre Boulimie qui sont très très hauts, difficiles à obtenir. Combien de la jauge théâtrale ? La jauge elle est de 150. D'accord. Ouais. Et puis il n'y a pas de théâtre qui fonctionne avec des équilibres aussi hauts. Nous on doit vraiment vendre beaucoup de tickets pour être à l'équilibre et ça nous met une pression qui fait que on réfléchit à tout, à la commercialisation, à la promotion, à l'heure, au bon prix, au bon jour, à la bonne période dans la saison, et puis aux bons artistes. Alors, pendant la saison 26-27, qu'est-ce qu'il y a comme spectacle, etc. Je les cite comme ça. En gros, non. Nous, on fait des créations, c'est-à-dire qu'on accompagne des humoristes qui créent vraiment leur œuvre là. C'est le démarrage de leur tournée. On fait Lucas Vumier en création. Le style, c'est quoi Lucas Vumier, c'est... Pour attirer les gens qui se diraient, tiens, on a envie d'aller découvrir. Un délicieux protestant qui se définit comme un protestant conservateur et pédé. Il est grand, il a un look extraordinaire, c'est un journaliste très 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 cultivé, une personnalité délicieuse qui fait un spectacle... C'est du stand-up. Non, justement pas. Lui, c'est un spectacle de l'approche Philippe Cobert, François Sylvain, Brigitte Rosset, qui raconte des histoires en jouant des personnages. Ça, c'est Lucas Vumier. Après, on a le retour au solo d'humour, enfin, de Thierry Romanence. Ah, d'accord. On a une dame qui sort de la Manuf. C'est un jeune espoir qui vient de la Manuf, mais qui veut faire un spectacle d'humour dans la même école que Brigitte Rosset, que Lucas Vumier. C'est... Ève Aouizerat. On a Laurent Nicolet, parce qu'on essaie aussi toujours d'avoir les anciens, les expérimentés, de la vieille école, toujours dans nos saisons. Laurent Nicolet qui vient, on a les Bad Santas, qui est un groupe lausannois qui vient du rock, mais qui fait un concert de Noël. Est-ce que par exemple, eux, ils ont fait une proposition au théâtre Boulimie, ou bien c'est la direction, toi-même, et ceux qui te... Alors ça dépend. Ça dépend. Les Bad Santas, les Bad Santas, c'est eux qui viennent nous dire, nous, on va faire un concert avec des gens assis. Ils ont tous 50 ans, ils se disent, c'est le moment. Nous, on adore l'idée, parce que le lieu est hyper feutré. Et puis d'autres, c'est nous qui les sollicitons. C'est vrai que moi, Thierry Romanence, ça fait... D'accord, mais là c'est un nom déjà. Oui, mais Lucas Vumier aussi, si on veut, c'est lui qui est venu me voir il y a presque 6 ans. Puis nous, on a accompagné son premier solo, qu'on a aidé à vendre en Romandie, qu'on a accueilli. Puis on le suit, on a aidé à sa formation par l'intermédiaire d'une résidence qu'on organise à Caux, à l'Ancien Palace. On suit ces gens. Donc souvent, on est à l'initiative. Et puis parfois, simplement...
Ils viennent à nous, là, maintenant, on a Vincent Cuchol qui joue encore cette semaine. C'est sa production qui vient vers nous, qui dit... Tout seul, en solo, il est en solo. Vincent Cuchol en solo, c'est lui qui vient. Et il nous dit, j'aimerais créer chez vous. Et puis nous, on est bras ouverts, et on essaie de faire un équilibre entre des expérimentés, des émergents, des gens qui font du théâtre. C'est combien de spectacles pour une saison, alors? À peu près 100. Non, combien de spectacles, voilà. Peut-être 30. Donc 30 différents... ouais, je crois. Parce qu'après, on fait aussi du stand-up, hors les murs, où là, des stand-uppers s'enchaînent pour des extraits de 10 minutes. Ça, c'est vraiment le registre d'aujourd'hui, quoi. Le micro. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs dans le même spectacle. Voilà, ça on le fait. Puis après, et c'est toi qui choisis, tu es dans la peau du producteur, là, par exemple. Oui, mais comment dire, nous, on a essayé d'embrasser la mission qu'on a trouvée dans un tiroir. Lova Golovchiner et Martine Jeanneret, qui sont les fondateurs avec Samy Benjamin et d'autres du théâtre, ils ont écrit la mission quelque part qu'on a trouvée. C'était pas très mis en avant, ça. C'était défendre, illustrer et promouvoir tous les humours. Nous, ça correspondait très bien à ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire aller au public, prévoir le public. C'est important d'essayer de proposer aux contribuables qui financent le théâtre quelque chose qu'ils puissent venir voir. C'est pour ça qu'on n'a pas un cap basé sur nous on défend ça, ou bien nous on aime ça, ce que beaucoup de théâtres font quand même. Nous c'est plutôt comment réussir la rencontre entre l'œuvre et le public en sachant que il faut qu'on soit là pour les artistes et les valoriser, mais il faut aussi qu'on soit là pour le public, qu'il y ait quelque chose à voir. Donc on espère qu'un contribuable puisse, dans une saison, avoir au moins une chose qui puisse être adressée à lui. Donc il n'y a pas que du stand-up pour les gens plus jeunes qui aiment ça, il n'y a pas que du théâtre humoristique pour ceux qui aiment plutôt l'ancienne école, il n'y a pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mélange. La patte Recrosio, là, depuis 6 ans, ça serait quoi, vu de l'extérieur, le martien qui débarque, il se dit, ouais, il y a cette patte maintenant à la boulimie, ça serait quoi, d'après toi? Je ne pense pas que ce serait les artistes, je pense que c'est plutôt le développement qu'on a fait avec le théâtre. On l'a augmenté en activité de pratiquement 45%. Donc beaucoup plus de représentation. Et après, on a ouvert. C'est-à-dire que, effectivement, qu'on soit... Et au niveau des fréquentations, tu es satisfait? Alors, on est record sur record. Et puis, on a eu, l'année passée, une petite baisse qui est aussi due à l'arrivée de nombreux autres acteurs d'humour à Lausanne. Puis là, on est de nouveau dans une saison qu'on boucle maintenant qui est vraiment... On est à plus de 90% de taux d'occupation. Mais bon, c'est vrai que nous, c'est un enjeu, c'est-à-dire qu'on se dit toujours, il faut qu'on trouve le public qui correspond à cet artiste, puis qu'on aille vers lui vendre le ticket. C'est ça aussi l'idée, c'est que nous, notre ciblage, il change en fonction du spectacle. On market pas du tout la même chose. Tu te vois prolonger de plusieurs années ce mandat, cette direction? Est-ce que tu dis non, je vais le tirer encore quand même pas mal longtemps? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout parce que les projets comme ça sont intéressants quand on les met en place, quand on les développe. Waouh, mardi c'est mieux que lundi parce que ça grandit, on comprend, on arrive vraiment à développer, à avoir davantage, puis aussi à comprendre ce qu'on doit corriger. Donc on est dans des corrections au début. C'est très satisfaisant, on a l'impression vraiment d'améliorer le moteur. Et puis après, si c'est en place, je vois. Au niveau temporel, par exemple, au niveau temporel, aujourd'hui, on est au mois de juin 2026, la saison, oui. elle est préparée, etc. Est-ce que tu prépares déjà la suivante? Ah, elle est faite, la suivante. Déjà, la suivante est faite. La suivante est faite, on a toujours un an d'avance. D'accord, ok. Mais pour revenir juste à la question d'avant, nous, on a un mandat de 5 ans. D'accord. Puis on vient de re-signer un autre mandat de 5 ans. D'accord, ok. Le conseil de fondation nous a proposé de refaire. Nous, on hésitait après la 4e année parce que tout allait tellement bien, tout était bien posé. Mais c'est une vraie hésitation, mais c'est une hésitation rhétorique. Non, c'est une vraie hésitation parce qu'il y a toujours d'autres projets qui... moi, j'ai toujours trop de projets. Donc, quand il y en a un qui se termine, je suis ravi de commencer le suivant. Donc, c'est plutôt comme ça. Ce qui est aussi différent pour moi, c'est que pour la première fois, je fais partie d'un groupe. Marion Ourier, qui est la co-directrice qui produisait avec moi la revue, en fait, c'est un être de collectif qui engage les collaborateurs de Boulimie, les collaboratrices aussi. Et elle fait ça avec un talent qui est dingue. Ça fait que l'équipe, c'est que des gens fantastiques. L'ambiance au bureau, l'entente,
dans les pauses. Enfin, tout ça, c'est quelque chose que je connaissais pas. J'avais jamais eu de collègue, moi. Jamais eu d'ambiance de bureau. Et elle est tellement C'est bien. gratifiant. Alors ça, c'est carrément rigolo. Gratifiant, c'est les résultats. Mais ça, c'est carrément chouette. Donc c'est la première fois où je me dis, bah tiens, si j'arrête ça, ça va me manquer. De venir vers des gens qui ont envie aussi de rigoler. Ta journée typique, là, durant ces 5 dernières années, c'est quoi l'horaire J'ai etc. vraiment pas de journée typique parce Rien. que... Non, c'est-à-dire que moi, j'écris pratiquement 2 heures par jour à un moment donné. Ça, c'est sûr. Donc ça, je l'intercale. Soit je le fais à midi. Non, soit je le fais le matin. Entre 8 et midi. Et puis ouais, 2 heures, des fois 3. Puis après, tout le reste, bah, je l'utilise pour ce que Boulimie demande. C'est au niveau représentation, justement, du théâtre à l'extérieur, Ah, aller vers les entreprises ou les collectivités. Ah oui, alors. C'est Alors c'est ça, le job, c'est rencontrer des artistes et puis leur discuter de leurs projets, mais c'est pas le plus gros. Le plus gros, c'est concevoir des projets susceptibles d'être soutenus, puis après aller voir des partenaires, puis leur dire, vous voulez pas faire ça avec nous, et puis trouver des fois de nombreux partenaires qui mettent tous un petit peu de sous, puis tout d'un coup, plein de partenaires qui mettent un petit peu de sous, rendent des choses. Puis le fait que tu aies été possibles. valaisan sur terre vaudoise, est-ce que ça aurait pas pu être un obstacle? Pas du tout, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je pense que c'est en Valais que je ne serais pas choisi. D'accord. Non, là-bas. Non, c'est ici qu'on a du mal à faire connaître ce qu'on a fait. Et tu expliques ça comment? Bah, je pense que c'est le fameux petit adage, là, nul n'est prophète, c'est ça? Dans son pays. Non, c'est vrai, on se connaît tous, donc on est tous à la même enseigne, donc on n'arrive pas à penser que quelqu'un vaut quelque chose. On se croise trop. Enfin, je pense. Moi, je crois que j'ai la même chose. Une jalousie. Je crois que j'ai la même Une chose. jalousie géographique. Non, je crois pas que c'est une jalousie. Je crois que c'est plutôt qu'on arrive. On peut pas. Pour vraiment admirer les gens, il faut les méconnaître. Parce que tout le monde vaut la même chose. En gros, personne n'est ni pire ni meilleur qu'un autre. Mais quand on les méconnaît, on peut être un peu fasciné. Le mystère peut nous en... L'amour, c'est ça. Et quand on les méconnaît, on peut, je pense, les estimer davantage. Moi, depuis que j'ai des amis, enfin des camarades de classe ou des gens contemporains qui sont élus à des postes très élevés, j'arrive à peine à y croire. Je dis, mais attends, je me souviens, il était chef de classe, il valait pas un clou déjà à l'époque. J'arrive pas à me dire que c'est possible. Je crois pas que c'est de la jalousie, je crois que c'est on est un peu aveuglé. Il y a eu donc ce drame terrible survenu le 1er janvier à Crans-Montana. Et il y a eu ce dessin de Charlie Hebdo qui a fait division, même par exemple chez Vigous, etc. Donc dans le champ des comiques. Toi, tu vis de l'humour, tu as traversé le Valais avec l'humour. Ça a été quoi ta réaction quand tu as pris connaissance de cette fameuse caricature de Charlie Hebdo? Alors pour moi, Crans-Montana, c'est ce qu'on appelle un fait social total, hein, Marcel Mauss. C'est-à-dire que ça révèle tous les aspects d'une société, comment on soigne, comment on juge, comment on rit, comment on fait célébration ensemble d'un adieu, d'un deuil. Donc ça révèle tout d'une société et de manière assez naturelle, les gens qui portent un peu tout en dérision, qui font métier d'alléger ou de moquer, ils ont aussi travaillé. Et c'est ce qu'ils ont fait à Charlie, avec une distance insupportable pour nous. Donc évidemment que... Donc en fait, c'est cette proximité qui a fait que le Valaisan a dit non, ça c'est insupportable, nous on ne peut pas accepter cet humour c'est très méchant, de Paris. C'est très 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 méchant le dessin. Pourtant, on connaît ces dessins, on connaît ce journal, on connaît la méchanceté qu'ils utilisent tout le temps. Et en gros, en France, dans le pays, peut-être où l'anticléricalisme, la satire, même des fois le tiers-pouvoir qui questionne tout, il est très fort. Et il y a des satiristes qui vont jusque-là. Et pour moi, ça fait partie de
tous les speeches, c'est pour ça que j'étais un peu étonné de la plainte. Parce que pour moi, il y a tous les speeches qui coexistent, qui s'entrechoquent, et puis bah, celui-là, il a heurté beaucoup, et je crois qu'ils l'ont pris en considération quand même, non? Qu'est-ce que ça veut dire, pris en considération? Bah, je crois pas qu'ils se lèvent le matin en voulant nuire à des gens qui ont perdu des proches. Par contre, Charlie. Ouais. Par contre, on peut ressentir ça avec Charlie depuis le temps, c'est que des fois, leur position sarcastique, elle devient carrément un sujet pour eux. Comme s'ils devaient saisir les opportunités de prouver qu'ils sont capables d'encore rire avec la religion, puis là avec un sujet terrible. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose derrière d'assez malsain là-dedans. On est tous d'accord pour dire qu'il y a une sorte de déperdition de la liberté d'expression, pas simplement dans l'humour, mais de manière générale, dans ce qu'on dit, comment on le dit, etc. Entre 2000 et aujourd'hui, on est beaucoup plus prudent. Hein. Ça me fait penser à Charlotte Gainsbourg qui disait de son père, si c'était aujourd'hui, il serait en prison, etc. On a tous des exemples qui vont dans ce sens-là. Moi, la question que j'ai envie de poser à l'humoriste social, politique que tu es, est-ce que le libre penseur en liberté d'expression, est-ce qu'il est soumis ou non au droit pénal? Alors, vous dites liberté d'expression, puis après vous dites libre penseur. Ouais, c'est marrant quand même. Ça voudrait dire que pour l'instant, c'est l'expression qui est sujette à observation, évaluation. Est-ce que ce qui est dit tombe sous le coup de la loi, ce qui est écrit, ce qui est dessiné? Exactement. Penser, c'est encore un autre d'accord. C'est un lapsus révélateur. Ça, je retire. Aujourd'hui, il y a des lois, et ces lois, elles sont activées parfois, pas beaucoup quand même, mais le débat, il est vif. Moi, je suis sur les faits. Factuellement, il y a des dessinateurs qui perdent leur job parce qu'ils ont dessiné quelque chose. Il y en a même qui se sont fait tirer dessus. 14 pour un dessin. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des conséquences à certaines choses qui sont dites dans tous les sens. Il y a de l'intimidation pour ceux qui ne veulent pas être la cible, et puis il y a aussi une sensibilité immense quand dans le sujet en question, il y a des victimes ou il y a des sensibilités. Donc, effectivement, ça a changé factuellement, c'est sûr. Ouais. Parce qu'en fait, bon, nous sommes deux. Donc Béatrice et moi-même avons signé cette plainte, je crois, pour des motifs qui sont complètement différents. Elle a ressenti ça dans sa chair, vraiment comme une violation, vraiment de la méchanceté cruelle qui devait atteindre le droit pénal. Moi, en fait... Mais ressentir dans sa chair. Ben, je pense, parce que ça, c'est des histoires personnelles. Ça, c'est des histoires personnelles un dessin imprimé sur un papier qu'on lit. Alors les effets, oui, mais les effets sur les gens, les effets sur les gens, des situations, des romans, de l'humour, etc., peut être extraordinairement différents. Oui, mais donc les histoires personnelles, elles rentrent en compte. C'est pas la même chose d'avoir ressenti ce dessin en tant que parent de victime, en tant que victime qui durant toute sa vie va devoir traverser ce corps brûlé, ou nous deux qui sommes assis sur notre... C'est dans ce sens-là. Donc les histoires personnelles, à des degrés divers, on ne peut pas comparer le père qui a perdu sa fille de nous autres. Non, c'est parce que je revenais sur les mots parce que c'est Bourdieu déjà la violence symbolique. Mais la violence symbolique. La violence symbolique, est-ce que ce dessin était violent symbolique? Mais vous voyez, on est obligé de mettre le mot symbolique avec violence pour dire ce dont il s'agit. Parce que oui, mais c'est la même chose par exemple. Violence. Oui, mais c'est la même chose par exemple dans des films d'horreur ou avec des abus d'enfants, etc. Parce que c'est pour ça que ça avait été créé cette norme. C'est aussi symbolique le film. S'il y a quelqu'un au bout, c'est pas symbolique du tout. Non, si le film il est réel, mais si c'est une œuvre artistique. Si c'est une œuvre artistique, jusqu'où ça va, c'est ça la différence. Non mais en fait, mon point de vue il est encore un peu différent. Je viens maintenant à une question d'actualité. La question d'actualité, avant de revenir sur ce point, quand je te dis Bruel, ça te dit quoi à toi, homme d'humour et mal? Oh mon Dieu. Moi je suis comme tout le monde.
c'est cette affaire qui n'en finit pas de se développer avec le nombre de témoignages, le nombre d'affaires. En gros, elle n'est pas jugée, cette affaire, mais le nombre, c'est pas rien non plus. Donc, je sais pas quoi dire là-dessus, si ce n'est que parfois, il semblerait que le système qu'on a conçu dans la civilisation pour régler ces questions-là, la justice, elles doivent être sollicitées, excitées pour aller plus vite, pour se faire. En réalité, on sait aujourd'hui, également avec l'affaire Liana, on sait aujourd'hui, parce que pour moi, ce n'est pas un problème de système, à titre personnel, je dis à titre personnel quand même, qui a une certaine expérience dans le champ pénal, c'est des décisions, quand je dis arbitraire, c'est des décisions personnelles, de magistrats personnels, clairement circonscrits, qui décident ou non, à un moment donné, d'introduire, de poursuivre pénalement ou non. Moi, ce qui m'intéressait dans l'affaire Charlie Hebdo, c'est de savoir, on a, dans ce cas-là, une procureure générale qui a décidé de ne pas suivre, avec tout l'aspect médiatique, etc. Mais je peux la regarder en face et lui dire, il y a d'autres affaires, ma chère Béatrice Piou, dans lesquelles il y a eu entrée en matière, peut-être même condamnation ou acquittement, entrée en matière. Est-ce qu'il y avait matière à ? Là, ils ont dit, il n'y a pas matière à. Okay. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une notion d'arbitraire dans toutes les situations qui existent. Pour dire, et dans le cadre de Bruel, de chaque affaire, ou dans le cadre de Liana, de chaque prétendu, présumé innocent, coupable, eh bien, il y a des magistrats précis qui ont décidé oui, on y va, non, on n'y va pas. Et aujourd'hui, on se rend compte, enfin ça c'est ma thèse, on se rend compte notamment en France qu'il y a quand même un certain moment des magistrats connus des régions qui ont décidé, pour des raisons qui leur sont propres, peut-être par trop de travail, par paresse, par tout ce qu'on veut, nommément de ne pas le faire. Et ça devient insupportable à ceux qui se disent mais non d'une pipe parce que le droit pénal il n'est pas là pour protéger là. Après on parle de système, on parle de ressources, etc. Mais avant ça, comme l'a dit d'ailleurs Monsieur Darmanin et puis d'autres, c'est pas un problème ici de ressources, de ressources financières. C'est un problème à un moment donné, on a des hommes et des femmes qui ont décidé oui ou non d'y aller. Et là, mais sauf erreur, dans les deux cas, ce qui pose un énorme problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui plusieurs fois ont dit on laisse, ça accroît mon propos, disons. Ouais. Ça accroît mon propos. Mais alors quand à plusieurs occasions, plusieurs personnes ont pu, pas fermer les yeux, mais en tout cas ne pas attaquer ce problème-là dans le vif. Alors, c'est quoi le problème? Il est où? Est-ce que le système qui... Alors, non, non, parce que... alors, il y a quand même une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il y a une irresponsabilité, absence de responsabilité, irresponsabilité consubstantielle à la fonction du magistrat? Oui, dans le sens où on ne demande pas de compte. Exactement. Comme si je disais, c'est là où je viens à Charlie Hebdo, est-ce qu'il y a une absence de responsabilité pénale, il n'y a pas matière à, ça n'existe pas, même pas matière à. Ça veut dire que ce dessin, il répondait à tous les réquisites légaux. Alors je dis, même à des gens que j'apprécie, les défenseurs de Charlie Hebdo, je leur dis, mais j'ai un tas d'exemples à vous donner où la liberté d'expression, elle est criminalisée, elle a été criminalisée. Et s'il y a quelqu'un comme moi à l'index qui peut le dire, je le dis tranquillement à Charlie Hebdo, je dis, vous avez bénéficié là de circonstances, on va dire, presque étatiques, politico qui fait que non, on va pas encore s'occuper de ça et on préfère dire la dignité de la personne concrète, elle n'a pas été atteinte. Ce que tu veux dire, c'est que dans le cadre de l'affaire Crans-Montana ou Bruel, là je pensais à ça, ouais, okay. À cause de tout ce que ça convoque, cette affaire-là, elle a été écartée
presque dans alors une approche globale de la chose. Alors je dis naturellement qu'on va me répondre non, puisqu'il y a une décision que chacun peut consulter, qui est publique, etc. Mais si on allait dans le détail du pénaliste, je dis à tous les gens, effectivement, le monde global dans lequel on vit, le monde global valaisan, le monde global, etc., eh bien, ça joue un rôle. Parce que le juge est naturellement inscrit dans une société. Je dis même pas que moi, à la place, moi, à sa place, la fonction, elle crée aussi action. À sa place, j'aurais peut-être pris exactement la même chose, la même décision. Mais je veux dire simplement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, de manière un tout petit peu raisonnable, qu'à la place du magistrat qui était à Auch ou je sais pas où, on n'aurait pas ouvert des actions contre certains membres de la famille de Liana ou contre Bruel, indépendamment de son nom, de par sa fonction de protection de l'état de droit. Oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire que dans ces questions-là, ces sujets-là, il y a une attention nouvelle qui est posée depuis 5-7 ans? Dans les affaires sexuelles? J'ai l'impression, peut-être que mais 10%. Le fait qu'il y ait autant de juges qui aient dit, ou autant de personnes face à la décision qui ont dit, on n'y va pas, on laisse faire. Mais il y a 10% des femmes déjà qui agressées ou violées, etc., qui déposent plainte. Et dans ces 10%-là, on dit qu'il y a quoi? 1%. Donc ça veut dire qu'on est, du côté féministe, on est sur 1% de condamnation. Est-ce qu'on peut dire que c'est le système qui veut ça? Non, il y a quand même des gens à l'intérieur qui décident de protéger des gens qui... Oui, matière A. C'est que, est-ce que, à minima, on devait pas demander à être jugé publiquement. Et là, on verrait que, effectivement, quand ça se passe dans une chambre d'hôtel, peut-être qu'il y a parole contre parole, et puis il y a un doute, et les gens ils comprennent comment on arrive à un doute, ou bien pas, s'il y en a beaucoup, mais que ça soit, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ordonnances de classement, ce qu'on appelle ici ordonnances de classement, il n'y a même pas matière A. Et les enquêtes de Mediapart ont montré qu'il y a toute une série de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge devrait simplement être doublé de vigilance quand c'est ces sujets-là. C'est très difficile d'être juge, hein, je veux pas dire, mais enfin, ils ont choisi leur métier, et leur métier, c'est là que la société, elle est en train d'intégrer, de s'immiscer mais la protection formaliste du présumé innocent, tous les pénalistes le savent, elle est maximale. Ça veut dire que la victime, elle se dessaisit de son histoire vis-à-vis d'un système, et il y a beaucoup plus de pression vers les procureurs de la part des défenseurs, des avocats, ça veut dire que la victime, c'est plutôt un espèce de substrat indifférent. C'est d'ailleurs, il y a un livre très intéressant, Par-delà la répression, d'un sociologue français, qui prône l'abandon du dossier pénal, parce qu'il dit, notamment dans les crimes sexuels, eh bien, on se dessaisit de son histoire. Et pour reconstruire la personne, on devrait lui donner plus de droits, et ça passe peut-être par des procédures d'indemnisation, de médiation, etc., que le droit pénal ne permet pas, parce que le droit pénal se dessaisit de l'histoire de la personne qui a déposé sa... vous avez beaucoup de choses à améliorer, alors. Ah, je sais pas. Et donc, j'ai invité aussi Frédéric Regrosio parce que il a une explication absolument, alors maintenant, on va dire scientifique sur les raisons du succès de la Suisse. Parce que il constate que ce pays va magnifiquement bien, toute une série de raisons. Et puis alors, il a une thèse qui vaut ce qu'elle vaut, qui est absolument magnifique. C'est-à-dire, c'est parce que nos politiciens sont nuls que la Suisse va bien, et que donc ces amateurs de la politique qu'on sort d'un chapeau, eh bien, on arrive à les choisir par la grâce de leur unité. Alors j'ai une question préalable. Il semblerait que le Valais, au niveau canton, notamment financier, puis c'est un des critères de réussite, ça soit un peu moins bien que les autres, puisqu'on est beaucoup subventionné par les autres cantons. Alors j'ai envie de dire, nos politiciens valaisans sont nettement meilleurs que les politiciens suisses. C'est le meilleur des nuls. Non, ils sont classés où dans les...
C'est une question rhétorique. La blague est dans la question. Oui, Parce que mais ce livre, parce que finalement, l'ironie, c'est aussi une façon de dire quelque chose, hein, quand même. J'espère, On dit quelque non, chose. c'est fascinant Donc, quand même le voilà. niveau général Ouais. de la politique en Suisse. Mais alors, quand on profile. c'est quoi la différence entre le livre gag et le livre sérieux? Est-ce que c'est un livre gag ou un livre sérieux? Ou c'est chaque lecteur? J'ose croire qu'il y a l'humeur dedans, parce que l'analyse n'interdit pas l'humeur. Moi, j'ai mis de l'humour, parce que c'est comme ça que je m'exprime, et puis que dans l'humeur, en tout cas celle que je pratique, il y a de la simplification. Donc on trahit un peu la complexité de la réalité. Avant ça, il y a 6 ans de revue, Ouais, puis ça n'empêche pas de... Est-ce que le Valais indirectement parce que c'est pas du ad nominem, alors ça il faut déjà dire, personne trouvera des noms là-dedans, etc. On est plutôt dans des fonctions, donc c'est le contraire de la revue. C'est exactement ça. Mais c'est né aussi de la revue d'une certaine manière, parce que moi j'avais des observations carnavalesques, lui il a fait ça, lui il a fait ça, puis on rigole en fin d'année. Et il faut nommer les gens, parce que c'est comme ça qu'on rigole, puis qu'on se libère aussi de l'affliction qui nous impose. Et puis j'avais des considérations plus abstraites sur le système, sur tiens, c'est quand même toujours comme ça. Et puis ça c'était déjà un peu moins drôle, parce que c'est pas de la revue, il n'y a pas quelqu'un au bout. Mais pourtant, c'était un peu provoquant, il y avait quelque chose là-dedans. Et puis j'ai compilé un peu ces choses que j'avais écrites en me disant, je fais quoi avec ça? Pour la scène, c'était pas assez comique, si on veut, trop généralisant. Et puis j'en ai écrite encore et encore. Et je fréquente beaucoup de journalistes politiques, et puis je leur ai montré, et puis ils me disent, il y a quelque chose, continue. Puis voilà, j'ai continué, j'ai compilé tout ça. Je pense, je l'ai écrit là-dedans, c'est important pour moi. Hein. Ici, j'ai vraiment mis dans ma bio Frédéric Recrozio, les zozos. C'est important, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue, enfin je ne suis pas politologue, je ne suis pas spécialiste, mais par contre j'ai des impressions, puis je les ai faites de manière documentée, oui, d'ailleurs, sérieuse. C'est un livre impressionniste, hein, c'est pour ça que je l'aime bien, c'est un livre impressionniste. On n'est pas en train de dire d'avoir fait de la science politique. Non, pas du tout, c'est vraiment des impressions. Mais après, il y a quand même cet état de fait de base. Quand on voit qu'on n'arrive pas à trouver des gens pour les mettre sur les listes, des fois, c'est les listes communales, mais ça va jusqu'aux listes cantonales, on n'arrive pas à trouver qui mettre sur une liste pour être conseiller d'État. C'est la croix à la bannière pour avoir une parité, pour avoir des gens susceptibles de convaincre. Mais c'est quand même dingue. C'est un poste qui peut, je sais pas, diriger 10 000 personnes, 1 milliard, dépend si on a l'hôpital ou l'école. Il y a des responsabilités, il y a... on s'entend? Et il y a un salaire. Et pourtant, il n'y a personne au portillon. Alors, comment vous voulez qu'on ait que des gens excellents? Si on ne trouve pas de quoi choisir parmi la liste le meilleur, on prend ce qu'il y a. Et c'est comme ça pour tout. On prend ce qu'il y a parce que la fonction de politicienne n'est pas désirable. Les gens, ils ne se battent pas pour faire ça, parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Il y a une question qui revient souvent, que j'ai posée aux politiques qui sont venus ici, à des conseils nationaux, etc., c'est de se dire, mais quelle est la part entre l'intérêt personnel, financier, et l'intérêt avoué publiquement de bien-être de la cité? Qu'est-ce qui se dégage de ce livre par rapport à ça? Je suis sûr qu'il y a des gens qui veulent le bien commun, le bien-être de la cité, j'en suis sûr, mais je pense qu'ils sont aussi en train d'adresser quelques failles narcissiques aussi pour faire ça. Parce qu'il faut quand même y aller, c'est un métier qui n'est pas désirable, justement. Ne serait-ce que parce que quand on... Bon, Freud a dit que c'est un des 3 fonctions qui étaient impossibles. Gouverner, impossible. Ouais, je pense, vraiment. Et nous, on l'a rendu un peu possible par la mécanique froide du consensus. Mais... justement, attends, tu prends ce mot, oui, vas-y. Mais juste pour terminer, il n'y a pas que l'intérêt personnel financier, il y en a d'autres. Tout d'un coup, le syndrome du petit chef, c'est un peu ça, c'est... pouvoir décider de quelque chose, et puis quelque part gagner un statut, avoir, c'est encore le cas ici, une certaine respectabilité. Ça, c'est le monsieur qui décide, c'est le chef des écoles, voilà. C'est lui. C'est quand même ce qui est affolant. Et donc, je pense qu'il y aurait plus à aller chercher dans la psyché du candidat qu'ailleurs. Pourquoi faire ça? Tu as utilisé un mot qui est quand même, je trouve, vachement important, c'est le consensus. Parce qu'on regarde ce qui se passe, par exemple, en France. Nous, on est des romans, on regarde plus vers la France, peut-être que l'Italie ou l'Allemagne. Et on se dit, mais non d'une pipe,
c'est quoi la grosse différence? La grosse différence, on a envie de dire que notre consensus fictif ou non, cette sorte, certains disent ça, compromission, on va dire, compromis politique, fictionnel durant des années, fait que voilà, on va voter pour les minarets, puis si c'est 48-52, eh bien les 48 qui ont perdu se disent ok, on ne va pas continuer avec les minarets, etc. Il y a une sorte, cette dynamique fictive ou bien pas, mais qui est réelle, parce qu'il y a des gens qui vont mettre des bulletins dans l'urne, etc., comme pour les 10 millions de Soudan. Est-ce que c'est pas quand même, indépendamment du rire, quelque chose dont on peut finalement être fier, indépendamment de la lenteur, indépendamment des mécanismes institutionnels un peu fabriqués. Il faut constater les résultats, mais la fierté, c'est encore un truc compliqué, je trouve. Dans le chapitre Constitution, je fais une hypothèse, qui est une hypothèse d'humoriste, mais je défends que la Constitution a été écrite telle par étourderie. C'est-à-dire que lorsqu'ils se sont dit qu'ils étaient capables de réunir autour d'une table plusieurs avis, c'est qu'ils étaient tous radicaux. C'est qu'ils étaient déjà shootés de tellement d'unanimité quand ils ont écrit, qu'ils se sont dit qu'ils étaient prêts à intégrer n'importe qui pour discuter, sauf qu'ils étaient tous d'accord. Donc c'était théorique. Et ils l'ont signé fièrement parce que c'est futé de faire ça. Ce qui pourrait, contraindre, ou donc ce qui pourrait empêcher une telle constitution, c'est justement d'essayer de se dire non, on doit gagner, de mettre les intérêts de sa force politique de manière primordiale dans l'écrit, quoi. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait, ils se sont dit non, on sait discuter. Puis j'ai l'impression que c'est par étourderie, parce que des centaines d'années plus tard, on s'aperçoit que, en gros, ils sont plus tout autour de la table, et puis malheureusement ou heureusement, je dirais plutôt heureusement, il y a tout le monde autour de la table. Ça fait que quand on a une idée et qu'on souhaite la défendre, pour qu'elle passe, il faut convaincre l'ennemi, son adversaire, donc il faut l'éroder. Donc on est tout le temps en train de perdre. Le compromis, c'est pas une victoire, c'est une solution, mais c'est la défaite de tous. Quand tout le monde part un peu déçu, alors c'est un bon compromis. Alors, on voit les qualités de mathématicien redoutable de Frédéric Recosio dans le titre d'un chapitre. Vous avez vu ? C'est le 1 plus 1 plus 1 plus 1. Explique-nous cette formule mathématique devenue scientifique grâce à toi. C'est le truc le plus magique. On a au centre de notre exécutif fédéral une composition qui est basée sur, le mot est sérieux, une formule magique. C'est écrit nulle part, ça veut dire que, on n'a pas eu un Tessinois depuis longtemps, il faudrait en prendre un, mais plutôt des campagnes, parce que les villes, on a déjà 2, et puis attention, si on prend lui, il faudra la prochaine fois que ce soit une femme, mais alors attention, il ne faudrait pas qu'elle vienne du monde des affaires, mais les agriculteurs, ils sont toujours là, on n'a pas besoin, enfin bref, c'est un micmac qui est écrit nulle part, qui est acide, qui est mais franchement, c'est très improbable. Et après, ça c'est la composition. Et après, le plus amusant pour moi, c'est que tous parlent d'une même voix. C'est le principe de la collégialité. Ce qui est, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant qu'individu, on abandonne tout quand on passe la porte. Donc quand on rentre, c'est défait, puisque de toute façon, on va sortir battu. Mais c'est complètement rare, ça, l'idée de devoir défendre la position de l'ensemble, qui qu'on soit. Si on est de gauche, puis qu'on doit défendre... non, si on est écolo, puis qu'on doit défendre la construction des parkings, comment ça peut arriver? C'est que du marchandage, en fait. Ça, c'est, je dirais, la première chose. Et la deuxième... Mais l'absence de marchandage, c'est ça. L'absence de marchandage, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France. Voilà, c'est ça. Et même à l'intérieur de factions, qui devraient avoir plus ou moins les mêmes intérêts, on est incapable, finalement, j'ai envie de dire, même de s'écouter. Il me semble que nous, on s'écoute quand même un tout petit peu plus, non? En tout cas, le système d'alternance, il est aussi très goulayant pour qui aime croire dans la politique. Ah, les rouges, ils sont super, parce que les bleus, c'était nul, alors on va mettre les rouges. On met les rouges. Ah, mince, ils vont rater. Bon, on va remettre les bleus. Et en fait, l'alternance, c'est laisser tour à tour chacun échouer. Et puis se laisser croire. Toujours se laisser croire que la solution, elle est dans l'autre camp. Puis voilà, en gros, tout ce que construit quelqu'un est déconstruit par le suivant, qui va construire quelque chose qui va être démonté ensuite. Enfin,
c'est un modèle qui nous fait beaucoup rire, nous, de la Suisse. Après, le nôtre, il fonctionne davantage, mais il nous empêche de rêver. Parce qu'on ne peut pas avoir une figure qu'on aime. C'est impossible d'aimer ou d'admirer. On n'a pas de grande figure. Et j'en veux pour preuve, c'est là que je voulais en venir tout à l'heure avec l'élection au Conseil fédéral, c'est que les gens positionnés les plus hauts dans notre système à l'exécutif, qui sont tour à tour président pour une année, mais comment pas hurler de rire, ben, ces gens-là, ils sont choisis par un parlement. Donc ça veut dire qu'ils doivent convaincre l'hémicycle entier. Donc en gros, comme chaque parti a plus d'adversaires que de soutien, en gros, ils doivent se faire aimer par leurs ennemis. Ce qui fait que, bah, en gros, c'est les moins dangereux qui gagnent. Parce qu'il n'y a personne qui va élire quelqu'un, oh lui il est fort, lui il va réussir à faire passer sa retraite à 67, on va le prendre. Non, on va prendre celui qui est molachon puis qui fait peur à personne. C'est le sommet du choix par le sans danger. Quelle était la réception? Tu t'as parlé à quelques hommes politiques après qu'ils ont vu ce livre ou vu à minima tes interviews par rapport à leur prétendu ouais, j'ai quelques histoires que je raconterai en mangeant tout à l'heure. Ah d'accord. Ouais. Non, alors, mais eux, faut pas croire quoi. Eux, ils aiment pas. Ils font semblant d'aimer être dans les revues, être au bout d'une plume satirique, mais ils aiment pas ça. Et puis comme le principe de l'humoriste, c'est pas de se réveiller en faisant des révérences. Ah, c'est normal. Je pense pas qu'ils sont fans d'être rappelés nuls. Après. Il y a le chapitre exception qui est le premier. Il leur permet aussi de se dire non mais moi je fais partie des exceptions. Parce que la plupart des politiciens que j'ai côtoyés notamment avant de l'écrire, ils sont plutôt tous à me confirmer la théorie. Mais c'est toujours les autres. Ouais. Alors il y a un chapitre qui s'appelle idéologie. Je veux juste lire le premier très court paragraphe que tu vas nous expliquer. L'idéologie est le raccourci qu'on utilise quand on n'a pas la capacité, l'envie ou le temps de penser. J'ai envie de croire que c'est le contraire. Alors explique-moi qu'est-ce que je ne comprends pas dans ta phrase là. Ah, pour moi c'est le raccourci, l'idéologie. C'est cette espèce d'hubris de penser. En tant que tel, l'idéologie c'est l'hubris. Ah, j'ai l'impression que c'est un raccourci total pour aller vite au fait, quoi. C'est les méchants, les gentils. Ah, tu fais partie les deux camps. Manichéisme, alors Je trouve, ouais, souvent c'est ça. C'est que ça, ça permet alors, de voter très vite en se disant. Mais pour moi, la phrase. Nous, on est de quelle couleur déjà? Ah oui, alors on est contre ça, ok, d'accord. Et puis ça empêche d'adresser la complicité. Parce que si je lis le manichéisme et le raccourci qu'on utilise quand on n'a pas la capacité, l'envie ou le temps de penser, blanc ou noir, blanc ou noir. Ouais. C'est ça. Mais tu m'as repris justement sur plusieurs mots. Est-ce que c'est ça l'idéologie? L'idéologie, il me semble quand même que derrière il y a non, mais c'est Flaubert qui dit l'ineptie consiste à conclure. L'idéologie, c'est conclure avant de commencer. D'accord. Donc en fait, c'est celui qui ne veut pas douter. Je comprends, ouais, je pense. C'est des solutions de facilité. C'est très agréable. Mais j'ai l'impression que si on se penche vraiment sur n'importe quel sujet, on s'aperçoit que chacun parle d'un point de vue en défendant des intérêts ou des sensations. Et la légitimité, elle ne peut pas être, comment on fait pour avoir des valeurs? Comment on fait pour avoir des valeurs? Il faut avoir un papa, puis une maman. C'est des représentations. Hein, non, c'est de l'éthique. La valeur, c'est voir qui est l'autre et imaginer qu'on peut peut-être éviter de lui nuire et voir peut-être s'entraider avec lui. C'est aussi simple que ça. Hein, c'est ne pas nuire et éventuellement s'améliorer les uns les autres. C'est vraiment les. Je pense qu'on peut. Je pense qu'il y a des libertariens qui ne seraient pas contre la notion de solidarité si elle est actuaire. Ouais. Parce que c'est mathématique ou non. Je me suis demandé pour terminer dans ta carrière pourquoi tu n'avais pas fait plus de radio. Parce que j'avais tellement d'autres choses à faire. Est-ce que c'est toujours les projets qui t'emmènent plutôt là-bas, puis l'écriture au quotidien, j'en ai fait tellement. Quand j'étais en France, où j'avais le France Inter
le mardi et Canal+ le lundi. 2 chroniques en live par semaine. C'est beaucoup. Quand tu sors de ça, c'est des périodes dans la carrière où je pense qu'il faut dire oui, faire, puis il faut faire bien. Mhm. Là, j'accompagne Yann Marguet qui vient créer chez nous l'année prochaine. Ah d'accord, ok. Bah, je vois bien. C'est une réussite, on peut dire. Bah, lui, il est dans ce moment où il doit dire oui, faire bien. Mais il ne parle que d'une chose. C'est du jour où ça va s'arrêter. Cette espèce c'est toujours à peine fini, il faut recommencer à peine fini. Ça, c'est épuisant, je trouve. Et la chronique artistique, elle est comme ça. C'est pas du commentaire politique. Le commentaire politique, comme la revue, moi je considère que c'est un art mineur. Parce que il suffit de les observer et de relever les fois où ils sont approximatifs, ce qui est de leur fait. Donc c'est eux qui sont au principe de la blague. Puis après, on met le doigt dessus pour dire, regardez, ils ont trébuché. Puis on rit. C'est ça le principe. Donc c'est assez simple. Le commentaire politique, la chronique artistique plus épaisse, plus philosophique, ou même celle sur l'air du temps, elle est souvent bien épaisse à construire. Donc il y a aussi une fatigue. Et puis tout d'un coup, quand on est dans d'autres projets, ben, on doit d'ailleurs arrêter ces engagements qui sont très gourmands en temps, et puis qui sont récurrents. Puis après, des fois on y revient, des fois pas. Et puis alors, la question du moment qui va peut-être traverser encore toutes ces prochaines années, ton œil sur l'IA, l'intelligence artificielle et tout ce qui Moi, va venir. Ce que j'aime dans l'IA, c'est que ça nous humilie, mais dans le sens étymologique. Et c'est une espèce qui a besoin de ça. Elle a besoin de comprendre que même si elle a volé le feu, elle a que réussi à flamber la moitié de la planète, quoi. Donc je trouve assez intéressant qu'on puisse se dire qu'on est peu de choses, voire aussi qu'on puisse se questionner sur sa propre disparition en tant qu'espèce. Ça, c'est ma pensée sur cette apex de l'intelligence exponentielle qui arrive. Ça va impacter des métiers, par exemple, comme avocat, médecin, plein de métiers. Est-ce que ça peut impacter le métier d'humoriste ? Ah, j'en suis complètement sûr, certain. Mais qu'importe, le métier d'humoriste, il n'est pas le même qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans. Moi, je sais que je fais ça pour des raisons physiologiques, de sortir de ce corps des choses, que ce soit pour un spectacle à succès ou une chanson jouée au coin d'une rue. C'est le même processus physiologique. Il se trouve qu'un est plus chouette que l'autre, d'un point de vue purement économique. C'est mieux d'avoir du succès à faire des spectacles que de chanter au coin de la rue, mais le processus physiologique de l'artiste, c'est le même. Et c'est celui-là qui doit te donner envie de faire artiste. C'est pas l'idée de pouvoir être Madonna, enfin ça n'a pas de sens. C'est des paramètres qui se sont mélangés depuis que le star system existe et depuis que la culture de masse est commercialisée. Mais c'est pas lié avec la vocation de l'artiste, à mon sens. Et pour terminer, dis-moi le bouquin que je dois absolument lire cet été qui t'a convaincu ces derniers temps, et tu dis, ah là, je suis sorti de la lecture de ce livre avec quelque chose en plus qui m'a un peu troublé. Beaucoup de choses. Oui, juste un. Parce que alors, je vais vraiment dire celui que je lis maintenant. C'est Lena Dunham, qui est la créatrice, productrice, réalisatrice, actrice de Girls, qui a été repérée à 22 ans, qui a fait cette série invraisemblable, qui a eu 6 saisons, où elle était au centre de tout, puis qui a été une espèce de témoignage de cette génération et de l'époque et de New York sans précédent. Enfin, c'est un chef-d'œuvre à mes yeux. Elle vient d'écrire des mémoires qui s'appellent Femesick. Et il est en français aussi ? Non, pas encore. Ah, ok. Où elle décrit dans quelle situation de pression elle s'est retrouvée et comment ça l'a rendue malade. Et son diagnostic sur le show business, sur l'importance de la création, sur la place que ça a, l'argent, la notoriété, c'est implacable. Et c'est surtout anglais sur la question de la santé. Et elle, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la santé mentale, parce qu'on voit bien que ces stars, ils sont tous complètement cinglés. Et puis je pense que c'est assez normal qu'ils en viennent à devenir fous, à croire qu'ils peuvent tout faire, ou à rester des enfants. Mais elle a des problèmes de santé qui sont dans sa chair. Femesick, c'est le titre du livre. Hein, ouais. Et c'est implacable.
Et on voit que ça, les dégâts que ça fait. Et je trouve bien de lire ça, parce